Cybersécure, épisode spécial. Je suis avec Alexandre. Comment vas-tu? Je vais super bien. Merci de m'avoir invité dans un environnement d'un studio exceptionnel. Oui, en plein restaurant, justement, pour qu'on soit distrait au maximum. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui a fait l'actualité beaucoup plus cet été, c'est-à-dire l'événement de CrowdStrike qui a été un peu causé des soucis pour beaucoup de gens, notamment pour CrowdStrike, mais pour beaucoup de compagnies. À mon sens, c'est un excellent cas d'étude pour volet crise et résilience, parce que autant CrowdStrike a dû affronter une situation complexe, qui a dû répondre à un incident de non-cyber en l'occurrence. Et toutes les compagnies qui ont subi l'événement ont dû se retourner, ont dû réfléchir à leurs éléments et, j'ose espérer, ont remis en question un certain nombre de choses. Je vais te laisser commencer avec ça parce que c'est clairement plus ton domaine que le mien. Là. Ouais. Alors, tu sais, je prépare toujours une petite fiche, j'adore ça. Mais on a discuté tout à l'heure de mon côté théâtral. Alors, je vais y aller théâtralement. Il faut. Alors, par rapport à ça, pour refaire un point, l'événement s'est passé le 19 juillet, donc en plein milieu de l'été, les gens sont en vacances, etc. Et ça a duré plusieurs jours, ça a duré à peu près 6 jours pour que 97% des systèmes reviennent à normal. Et puis pour les 3%, ça a été plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et donc les sociétés qui ont été touchées par ça ont été touchées pour certaines pendant très longtemps. Alors, t'en as parlé un petit peu, la cause un petit peu de tout ça, c'était la mise à jour défectueuse d'un logiciel qui est le logiciel Falcon Sensor. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle souvent de cyberattaques avec une indisponibilité, mais il n'y a pas que les cyberattaques, hein. Il y a les petites personnes qui, de temps en temps, font quelques petites erreurs. Et donc là, pour une entreprise comme ça, faire ce type d'erreur-là, ça a généré à peu près 8,5 millions d'appareils Windows à travers le monde entier qui ont été bloqués. Donc, il n'y a pas que les cyberattaques qui bloquent ça. Alors, quand j'ai préparé justement cette rencontre, CrowdStrike, c'est pas une petite entreprise, c'est une entreprise qui est leader dans le domaine de la cybersécurité. On pourrait dire que normalement, ils ont des contrôles qualité qui sont peut-être un petit peu plus poussés que d'autres entreprises. Le logiciel Sensor, c'est un logiciel qui protège et qui complète diverses menaces cybernétiques. Donc là aussi, ça touche beaucoup d'entreprises et c'est un logiciel qui est quand même hyper important. Alors la nature de l'incident, c'est un défaut technique, c'est une livraison, c'est un gars qui a peut-être pas fait un contrôle ou que les contrôles n'ont pas été très poussés, mais c'est pas une cyberattaque. Là encore, c'est vraiment la mise en place d'un logiciel qui n'a pas eu les contrôles qui étaient vraiment adaptés. C'est pas la première fois, on a eu déjà pas mal d'entreprises comme ça. Alors l'impact par rapport à ça, et c'est là où ça va commencer à toucher un petit peu la notion de continuité d'affaires, de cyber-résilience. Ce petite chose où on dit on va pas s'emmerder avec ça, on va faire d'abord de la cybersécurité, et puis après le reste on verra après, parce que de toute façon avec la cybersécurité, ça couvre tout le monde. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce que ça a touché? Ça a touché des domaines du style l'aviation, les finances, le média, la santé, la défaillance de systèmes ferroviaires, la défaillance aussi d'infrastructures critiques. En termes de noms, de gros noms là-dedans, on va retrouver un petit peu des entreprises comme Delta Airlines, United Airlines, American Airlines. C'est pas les petites entreprises d'aviation du coin, c'est des grosses entreprises. Alors imaginez bien, de toute façon vous l'avez vu dans les nouvelles, au niveau de tous ces beaux écrans bleus qui sont apparus dans les nouvelles, ça a foutu quand même sérieusement la merde. Et avec toutes les personnes qui étaient en train d'attendre leur avion, et ça pendant peut-être plusieurs jours. Les banques aussi, les banques, systèmes financiers, Chase Bank, Bank America, Wells Fargo, enfin tout plein de grosses banques qui ont été bloquées par rapport à ça. Et pas d'argent, pas de bras, pas de chocolat. Alors, ensuite de ça, au niveau de la santé, je vais pas vous lire tous les hôpitaux qui ont été emmerdés avec ce problème-là, mais en tout cas, la santé a été fortement touchée. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ça? Ça veut dire que si t'as pas un bon plan de continuité pour gérer tes malades, tu vas avoir de gros problèmes sur les bras et les personnes risquent de mal le vivre. En termes de médias et télécommunications, Sky News, Telstra en Australie, enfin et bien d'autres aussi, Là aussi, ça fait une petite tâche sur le monde médiatique. Et puis, des grosses entreprises aussi ont été un petit peu impactées, du style Amazon, London Stock Exchange, etc. Bon, bref, en tout cas, à travers le monde, ça a mis un petit peu le bazar. Et en fait, en ayant des spécialistes techniques comme ça, on n'a pas besoin de cyberattaquants. On a juste besoin d'un gars qui va pas faire le bon contrôle pour foutre la merde à travers la planète.
Alors les conséquences économiques, plus de 10 milliards de dollars américains, parce que le dollar américain, ça vaut plus que le dollar canadien. Donc on parle en dollars américains, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Par exemple, pour Delta Airlines, ils ont signalé à peu près 550 millions de dollars en raison des annulations de vol. Ça fait beaucoup d'argent par rapport à ça. Qui va rembourser tout ça? Ça l'a amené justement Delta à faire des poursuites justement pour aller essayer de récupérer cet argent-là qui a été perdu de façon non récupérable normalement dans l'aviation. Donc, il y a quand même un regard, fait qu'il y a quand même une volonté d'aller recouper cet argent-là perdu parce que dans la perception que Delta a, c'est CrowdStrike qui est en faute. Puis j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de tort de qualifier ça comme ça parce que, comme tu l'as mentionné, il y aurait eu une ratée au niveau du contrôle qualité de vérification qui a été faite. Là. Depuis le temps, là, les rapports ont sorti, puis là, on a une meilleure idée. Et effectivement, il n'y a pas. Il aurait pu être un peu plus complet dans la vérification avant de faire des livraisons comme ça, puis et ainsi de suite. Là. Et là encore, c'est pas l'idée de taper sur CrowdStrike, parce qu'il y a plein d'entreprises comme ça qui sont un petit peu défaillants dans les contrôles qualité. Mais en tout cas, ça souligne que quand on est dépendant, et je vais venir un petit peu plus loin, quand on est dépendant de grosses entreprises comme ça, on est dans la merde. On peut être dans la merde. Ensuite de ça, donc les conséquences économiques, j'en ai parlé, la réaction variée. Alors, on parle un petit peu de frustration, des entreprises qui ont été frustrées. Je suis vraiment très surpris. Je me demande en fait ce qui a pu se passer pour les entreprises qui, hélas, ont perdu leur business. Ça, on n'en parle pas trop. Donc, réaction variée. J'ai vu passer justement pour se faire pardonner l'offre d'un bon d'achat Uber Eats de $10 par CrowdStrike. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, là, mais ça me... Oui, je l'ai entendu parler, mais c'était c'est une farce. C'est quasiment à mon sens, puis comme ce que j'ai vu beaucoup dans les médias sociaux notamment, pour plusieurs, c'est une insulte pour la quantité de temps qui a été investi pour réparer l'erreur de CrowdStrike en l'occurrence. C'est comme une gifle en pleine face des gens qui ont passé énormément de temps. Et en plus, les gens qui ont passé du temps là-dessus, c'est pas des gens cyber. C'est des gens d'opération standard TI là, qui ont fait ce genre de choses. Fait que c'est ça aussi, ces gens-là ont été un peu, avec raison, beaucoup de frustration face aux gens cyber parce que c'est des gens cyber, on dit on prend CrowdStrike parce que c'est le meilleur produit de ce style-là, ce qui est vrai. Et là, on est pris avec la recommandation qui vient un peu nous mordre le mollet et de façon un peu désagréable. Ça a beaucoup, beaucoup de frustration. Là. Et c'est marrant parce que toute cette frustration, elle se comprend tout à fait quand on voit $10 sur Uber Eats de remise. Ça me fait penser à une entreprise qui a brûlé il y a quelques années de ça du côté de Strasbourg, une entreprise infonuagique et qui a offert, je crois, 1 ou 2 mois de gratuité pour pouvoir un abonnement sur un abonnement qui doit faire 70 € à l'année pour des entreprises qui ont tout perdu. Oui, ça va pas très bien. Un autre exemple, une entreprise de bouffe qui a fait des pizzas et puis je crois qu'il y a un enfant qui est décédé et en fait, il y a eu des bons gratuits pour aller chercher les pizzas. Donc, en termes de communication, là, en effet, je pense que pour toutes ces boîtes-là, il y a une petite chose à aller chercher. Il y a une petite déconnexion par rapport à l'intensité du problème qui est vécu et clairement, les personnes qui ont pris ces décisions-là, c'est un peu farfelu parce que, tu sais, quand j'ai vu dans les nouvelles, justement, que dans le cas en l'occurrence, CrowdStrike a donné ce $10-là, mais c'est ça, je dis, c'est comme une gifle en pleine face des personnes qui ont vraiment qui ont perdu plusieurs jours, c'est pas plusieurs semaines à réparer un problème qui n'est pas de leur faute d'ailleurs. Et de juste ça n'a d'aucune mesure un lien avec direct et ça vient pas réparer pour les personnes qui ont fait ça en termes de perte de qualité de vie parce qu'ils ont moins dormi, ils n'ont pas vu leur famille, puis on donne $10 il aurait pu faire mieux, mettons. Oui, clairement. Et puis pour ceux qui nous écoutent, qui travailleraient dans des grosses compagnies comme ça, là, et notamment autour de la gestion de crise, je vous invite à réfléchir à 2 fois avant de faire ce genre de proposition parce que ça va être une autre crise qui va se déclencher pour vous. Alors,
Par rapport aux réponses de rétablissement, parce qu'il y a un moment ou un autre, il faut quand même répondre à un rétablissement. On voit que ça a mis un bon bordel à travers la planète. 8,5 millions quand même de machines qui ont fait des écrans bleus avec tous les effets collatéraux que ça a généré. Donc il y a une réponse par rapport à ça. Alors, réponse immédiate. Donc, ils ont identifié quand même le problème. Heureusement, ils ont corrigé quand même le bug, mais ça n'a pas été tout de suite. Entre-temps, il a fallu faire quand même quelques petites remédiations, et ça a été des remédiations manuelles, c'est-à-dire directement au cul du PC ou au cul du serveur. Il faut se connecter, il faut éteindre, il faut faire les actions manuelles, retirer les fichiers manuellement, parce que tout ça, par réseau, ça ne peut pas se faire. Donc, imaginez 8,5 millions, le nombre de techniciens qu'il a fallu courir à droite à gauche, et ça ne s'est pas fait forcément en 5 minutes. Heureusement, un petit peu plus tard, il y a eu une solution automatisée pour faire ça, mais le mal était déjà fait. Donc là, il faut trouver quand même des techniciens, des spécialistes. Ça prend beaucoup de temps par rapport à ça. Surtout que je vous rappelle, 19 juillet, les gens sont en vacances, la fête est belle, le soleil brille, tout le monde est en maillot de bain sur le bord de la mer. Donc, ça prend du temps. Alors, qu'est-ce qu'on a appris par rapport à ça? Alors, CrowdStrike s'est engagé de pouvoir justement renforcer ses contrôles qualité et d'éviter justement que tout ça se reproduise. J'espère bien qu'ils vont faire ça et qui plus est, pour toutes les grosses entreprises comme ça, il devrait y avoir des contrôles qualité qui sont renforcés surtout dans le cadre de la cybersécurité, les amis. Ensuite de ça, un autre point là, c'est l'importance de la résilience TI. Alors, la cyber-résilience, j'en parle suffisamment sur pas mal de médias là. Quand on voit la cybersécurité comme étant juste les murs d'un château fort, tout le reste à l'intérieur étant la vie courante, hein, ou alors sur ce genre d'événements, eh ben, il est important qu'on ait des solutions de contournement, des solutions de reprise d'activité, de maintien de l'activité en dehors de l'informatique. Et ça, on en a parlé beaucoup dans les posts, etc. Là. C'est hyper important. Alors, justement, on en discutait tous les deux tout à l'heure, et puis je te relance un petit peu la balle. Qui est responsable là-dedans? Est-ce que cette entreprise qui a foutu le bordel à travers la planète a sa part de responsabilité, mais les autres aussi ont-ils leur part de responsabilité? Oui, puis c'est là où on n'a pas... Le cas de Delta a été énormément publicisé, qui essaie de jeter le blâme exclusivement sur CrowdStrike. La réalité, c'est non, parce que c'est partagé. On ne peut pas acheter de façon aveugle des logiciels comme ça sans avoir fait une analyse préalable à savoir le degré de dépendance, le degré de choses. Donc, il y a un due diligence qui n'a pas été correctement fait de ces compagnies-là. Des plus petites, je peux comprendre. Des grandes comme Delta, je comprends un peu moins bien qu'on peut faire ce genre de décision-là. Puis, il y a beaucoup de points de contention dans le cas de Delta parce que les communications qui ont sorti suivant leur sortie publique viennent tendance à contredire leur position d'ailleurs aussi. Donc, c'est un peu plus difficile, mais il reste que, comme toute compagnie, comme n'importe quelle acquisition, on devrait passer par une revue diligente qui nous permet d'évaluer le degré de dépendance, la solidité, les plans de sortie, et ainsi de suite, qui vient justement mettre en perspective la dépendance qu'on a et les dangers d'usage du dit logiciel, en l'occurrence. Et donc, quels sont les plans de repli? Il aurait dû être inclus que si ce logiciel-là mène à ce genre de problème-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les plans? C'est quoi les mesures? Les compagnies les plus préparées ont pris moins de 3 jours pour tomber sur leurs pieds. Ce qui démontre que eux ça a quand même leur a coûté beaucoup de sous faire ça, ce genre de revirement-là. Et j'imagine que la renégociation du renouvellement, ça va avoir des conséquences. Mais ils ont quand même été capables, avec peu ou pas de conséquences sur leur clientèle, avec peu ou pas de conséquences, de relever très rapidement. Puis au moment où ça s'est passé, le lundi matin suivant, ces compagnies-là étaient de retour en opération, ce que dans le cas de Delta était un peu plus ardu. Donc, ils doivent nécessairement avoir une partie du blâme, de ne pas être préparés à une situation comme ça et de relever ce genre de situation-là. Par rapport à tout ça, puis tu menais, en tant qu'expert SI, on savait, ou un certain nombre de personnes savaient que la potentialité du problème qui est arrivé avec CrowdStrike était existant. Puis en plus, il y a d'autres compagnies concurrentes qui ont fait qui se sont vantées d'être meilleures que CrowdStrike, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose parce que
toutes ces compagnies-là aussi ont également des structures qui auraient pu les amener à un problème similaire. Donc, bref, CrowdStrike aurait pu avoir effectivement des processus plus robustes pour éviter ça. Mais les compagnies qui utilisent CrowdStrike auraient pu aussi avoir des processus plus robustes pour être capables de ça, parce que c'est ta business au complet. Puis c'est là, moi, ça me fascine. Là, donc, le Delta, parce qu'ils ont été très vocaux sur l'espace public. Là, puis ça, j'aime ça aussi leur taper dessus parce qu'ils se sont exposés. Ben, ton modèle d'affaires, il y a un problème avec ton modèle d'affaires. Là. Si ta business au complet tombe parce que tu as un logiciel qui tombe, il y a de sérieuses questions à se poser sur leur réflexion, sur la résilience, sur comment ils montent leur modèle d'affaires. Moi, je suis un peu plus tranché justement par rapport à ça. Là, en effet, CrowdStrike a sa responsabilité de fournisseur, etc., comme toutes ces entreprises sur lesquelles on s'appuie. Et on est hyper dépendant d'énormément d'entreprises. En fait, notre informatique fonctionne parce qu'on s'appuie sur des entreprises. Je parlerai pas des grands majors que vous connaissez tous et qui nous offrent des suites bureautiques et des mails, etc., et du stockage de données à droite à gauche. Mais la responsabilité repose aussi sur les entreprises qui utilisent ces outils-là. Et par rapport à ça, c'est vraiment très intéressant de voir que, non, ils sont dans l'infonuagique, c'est magique, il n'y aura jamais de problème, etc. Et en fait, ils se délestent, toutes ces petites entreprises, moi y compris d'ailleurs, puisque j'utilise ces outils-là, on se déleste sur ces entreprises qui sont censées fournir du service. Or, en fait, la responsabilité finale revient sur ton entreprise. Souvent en formation, je parle des SLA, les fameux SLA qui sont vraiment super intéressants, mais qui, quand tu es dans la merde, ne vont pas régler ton problème parce que ta boîte, c'est ta boîte qui va couler, c'est pas la boîte qui te fournit le logiciel. Donc la responsabilité, pour moi, elle incombe à plus de 80% à l'entreprise qui utilise le produit et qui doit se baser sur justement la cybercontinuité, la cyber-résilience, avoir des plans de continuité, etc. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'as plus d'informatique? Il ne faut pas te mettre derrière le fait de dire « Oui, mais non, on aura toujours de l'informatique ». On s'aperçoit. Un CrowdStrike qui plante, un Microsoft qui plante, un Amazon qui a des difficultés ou une société en Europe qui fournit des services qui ne peut plus les fournir. Donc ça, là, on le constate régulièrement et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Et encore, là, c'était juste un incident. Donc, pour moi, ma vision là-dessus, c'est que chaque entreprise, si elle ne met pas un plan de continuité d'affaires, un plan de reprise informatique, un plan de gestion de crise, c'est une entreprise qui en fait est suicidaire. Parce qu'on le sait, on le voit de plus en plus, on arrive sur une hyperdépendance et des ruptures de ces chaînes d'approvisionnement informatique qui font qu'à un moment ou à un autre, tu te retrouves tout nu face à une situation que tu ne peux pas maîtriser parce que de toute façon, tu n'as pas les moyens de maîtriser. Donc là-dessus, ça fait juste confirmer un peu plus l'importance de mettre en place ces plans de continuité, là, ces plans de gestion de crise, ces plans de reprise informatique, parce que sinon, tu te retrouves dans la mouise. Et en effet, tu parlais des Delta qui avaient mis 3 jours pour se relancer, là. C'est 3 jours. Delta, c'est plus que ça, mais j'avais j'ai eu connaissance de compagnies qui, en moins de 3 jours, étaient retournées à 100% de leur fonctionnement et sur 3 jours, ont quand même relevé très rapidement dans leur cas parce qu'il y avait un plan de continuité qui était adéquat, qui ont été capables de mettre en action rapidement et de mettre en œuvre. Donc, en moins de 3 jours, ils ont réparé l'ensemble du problème. Et, jour 1, ils ont quand même réparé plus qu'un certain nombre. Donc, ils n'ont pas perdu autant de production comme Delta où tout mis les avions au sol. Cette compagnie-là n'a pas arrêté aucun système parce qu'ils ont été capables de progressivement, puis justement, de moyens alternatifs, de façon de faire, de fonctionner. Et le retour de correction, c'est après 3 jours, c'est comme s'il n'y avait jamais eu d'incident dans leur cas, par exemple. Ça, c'est dans cette compagnie. Donc, eux étaient prêts à affronter un incident de cette nature-là, donc ils étaient capables de le descendre correctement et ils n'ont pas subi de conséquences directes avec leur clientèle parce qu'il y avait des moyens alternatifs pendant que la crise avait lieu et le 3 jours de recouvrement n'a pas eu d'effet ou pas de façon perceptible sur la clientèle. Mais ça
là, il y a une maîtrise. Delta, parce que c'est le fun à frapper dessus parce qu'ils ont trop parlé. Là. Quand tu t'ouvres la gueule, ben, tu t'exposes aussi à te faire critiquer. Ben, eux autres étaient clairement pas prêts à ce genre de situation-là. Donc, il n'y avait pas de moyen alternatif pour permettre la continuité de leur système. Il n'y avait aucun plan de continuité, essentiellement. Là. C'est ça qu'on voit aussi. C'est qui est un peu tristouné dans l'histoire, c'est qu'ils n'étaient pas prêts. S'il y avait un autre avarie de cette nature-là, ils vont être encore dans le même problème qu'ils ont vécu là. Et là encore, on est sur un scénario où c'était une indisponibilité informatique due en fait à un soft qui avait été mal contrôlé. Donc, on peut le récupérer facilement dans le cas d'une cyberattaque où on va avoir des attaquants qui sont dans notre réseau, qui ont mis des backdoors, qui ont fait tout plein de bordel comme ça. Là, ça va être sur plusieurs jours. Donc là, on revient sur en effet cette notion de continuité d'activité où sur 3 jours d'indisponibilité informatique, on a moyen à peu près de bricoler quelque chose et de s'en sortir tant bien que mal. Et puis plus on est prêt par rapport à ça, plus on est organisé et puis plus ça va devenir transparent. En tout cas, on aura des solutions de contournement pour les organisations qui n'ont pas du tout de réfléchi en fait. Et qu'est-ce que je fais si j'ai plus d'informatique? Celle-là se retrouve dans la merde. Et d'autant plus si c'est une cyberattaque qui va durer plus que 3 jours, plusieurs semaines, avec des vols de données, avec des données qui sont corrompues. Et encore, si on a changé des 0 par des 1 dans les fichiers, on risque de se retrouver avec d'autres problèmes là-dedans. Donc là aussi, c'est hyper important. Et tout ce que l'on vit actuellement démontre bien que l'informatique, les fournisseurs, etc., c'est vraiment super là, mais on a une telle dépendance avec tous ces outils informatiques qu'on se retrouve dans une situation, quand ces outils s'arrêtent, on ne peut plus rien faire et la seule façon de maintenir ces activités, c'est d'avoir un plan de continuité d'activité, aussi petit qu'il soit, mais en tout cas quelque chose qui permette de maintenir les activités essentielles et de continuer à faire, en tout cas, à sauver les meubles. Un autre point aussi qui est important, on parle beaucoup de continuité d'activité sur le fait OK, il faut maintenir l'activité sans informatique, mais parfois c'est hyper difficile. Comment est-ce que je peux maintenir une activité sans informatique alors que toutes mes données sont sur l'informatique? Il y a plein de solutions techniques qui se mettent en place, des organisations qui se mettent en place sur la duplication de données, sur des environnements qui sont sécurisés, des solutions alternatives par rapport à ça. Donc tout ça, ça se réfléchit avant et pas pendant la crise. Donc j'aime bien quand tu dis que celles qui s'étaient préparées sont sorties assez rapidement du truc, les autres, ça a duré plus longtemps. Donc je reviens sur mon histoire de les entreprises qui ne font rien sont les entreprises suicidaires et que la responsabilité, en fait, leur incombe à plus de 80% dans ces cadres-là. Donc pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, là, préparez un minimum de trucs, commencez ne serait-ce qu'à réfléchir, là, ça va vous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps sur la concurrence. Oui, puis justement, c'est l'exemple, c'est la compagnie qui n'a pas eu de conséquences sur sa clientèle. Ça ne dit pas qu'ils n'ont pas eu des coûts parce qu'ils ont mobilisé énormément de gens pour résoudre la crise. Ça leur a coûté quand même beaucoup de sous de mobilisation, mais d'un côté, point de vue entrée d'argent, eux, ça n'a pas eu de conséquences parce qu'ils ont été capables de continuer à manœuvrer et donc c'est une maturité qui est quand même dans le contexte très, 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 très grande parce qu'il y a peu de compagnies qui peuvent se targuer d'être aussi près que ça. Mais moins on est prêt, puis plus on se retrouve dans un contexte où on est comme Delta, où on est un peu démuni. Puis justement, quand on est démuni à quel point comme ça, là, on cherche des façons à repousser le blâme sur quelqu'un d'autre, ce qu'ils ont essentiellement fait par des poursuites, ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont fait beaucoup de vocales sur la place publique. Mais le réel, c'est que ça ne change rien sur... Ils ont perdu leur business, leur réputation a été endommagée de façon importante. Et ça, qu'ils gagnent ou pas la poursuite, ça n'a aucune capacité de réparation par rapport à ce genre de choses, parce que dans la tête des gens, c'est figé. Puis c'est encore pire parce qu'ils ont fait comme une mauvaise communication, donc c'est encore pire. C'est pour ça que j'en parle encore là, parce que, étant donné qu'ils ont été tellement bruyants que ça s'est imprimé dans ma tête que c'est une compagnie qui ne sait pas comment gérer sa continuité d'affaires. Et ils ont des avions. Fait que là, moi, je suis un peu préoccupé d'une compagnie qui a des avions et qui n'a pas de continuité. Je suis pas sûr que je vais prendre un billet chez Delta dans les prochaines années parce qu'ils ont tellement imprimé fort leur incapacité à gérer la crise de façon correcte que
Parler d'argent, ça rend intelligent. Hein. J'aime bien cette phrase. Hein. Souvent, je la sors. Et en effet, je vais rebondir sur ce que tu dis. Qu'est-ce que ça coûte réellement, en fait, ce genre d'événement? Donc, en effet, il y a quand même un manque à gagner sur l'argent qui rentre. Hein, parce que pendant que tu peux plus vendre de billets, là, bah, c'est de l'argent qui rentre en moins, même si, en fait, il y a déjà du cash flow qui est rentré. Mais c'est aussi tous les spécialistes qui vont avoir à intervenir. Dans le cas d'une cyberattaque, c'est des sociétés de forensique, etc., ou de spécialistes qui sont payés quand même relativement cher, et ça aussi, ça joue beaucoup d'argent. Mais il y a aussi l'arrêt de l'activité des personnes. Très souvent, je prends l'exemple, pour 1 heure de travail pour une personne, c'est à peu près $100 que ça coûte. D'accord? Là-dedans, on comprend le salaire, on comprend les vacances, on comprend l'équipement de la personne, etc. $100 par heure. 3 jours d'indisponibilité, là, sur des boîtes qui font 1000 employés, là, ça fait un paquet de millions de dollars qui partent en fumée. Donc tout ça, là, tout cet argent, en fait, et puis on le voit, hein, ça arrive de plus en plus, ce genre de panne-là, bah, tout cet argent serait investi là pour réfléchir à un minimum à qu'est-ce que je fais s'il m'arrive telle situation, là. Croyez-moi, vous gagneriez en fait beaucoup, beaucoup d'argent par rapport à ça. Et puis, sur la préparation, c'est pas si compliqué que ça, en fait, au final. Hein. Il suffit de prendre le temps de discuter, puis de se mettre sur des scénarios. De plus en plus, moi, je fais des simulations. C'est plus des simulations à long terme sur des 3, 6 heures, 7 heures, voire sur plusieurs jours. Non, non. Je réduis les simulations à 20 minutes. Et c'est des mises en situation. Et on va chercher du réflexe là-dedans. Et donc, on met sous la pression, là, et on va chercher du réflexe. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ressortent par rapport à ça et qui permettent justement de gagner du temps. Ça prend pas beaucoup de temps, ça sensibilise énormément, là, et c'est d'une efficacité redoutable. Donc ça, pour toutes les entreprises là qui ne savent pas quoi faire, faites un minimum ça, quoi. Regroupez-vous, là. Sur tous les comités de directeurs, là, de direction, prenez juste 15 minutes pour dire, tiens, aujourd'hui, on va travailler sur tel scénario, qu'est-ce qu'on ferait? Et puis on liste, ok, et après on va compléter ce genre de choses-là. Donc ça, tout ça, c'est des choses qui sont vraiment très très simples à mettre en place, mais faut-il encore vouloir les mettre en place? Faut-il voir le côté économique? Tu parlais justement là, si Delta, je suis pas sûr de vouloir voyager parce que bon, ils ont pas l'air d'avoir de plan, etc. Eh ben ça justement, quand je fais la formation et que j'explique c'est quoi les retours, c'est quoi les gains quand on met en place ça? Le dernier gain, c'est l'approche concurrentielle. On prend des parts de marché. Et typiquement, si tu as 2 entreprises qui communiquent notamment sur leur plan de reprise informatique, sur leur plan de continuité, etc., sans rentrer dans le détail, il va de soi là, bah, c'est clair qu'on va aller plus vers une entreprise qui est résiliente qu'une entreprise qui n'est pas résiliente. Et c'est tout à fait logique, c'est tout à fait humain par rapport à ça. Oui, puis c'est au niveau de la communication publique qui a été faite, parce que Delta, puis c'est pour ça que je m'amuse beaucoup avec Delta, c'est parce qu'en fait, énormément de communication publique maladroite, mal orchestrée, et qui ne les met pas sur un angle positif, qui ne les met pas dans une situation d'explication. On voit que Crosstrack a mis beaucoup d'efforts, malgré la ratée du Uber Eats qui est faite après, ils ont quand même fait énormément d'efforts de communication. Et de façon humble aussi d'ailleurs, ont été capables de redresser. Microsoft a appuyé cette démarche-là, ont mis en place et sont en train de mettre en place d'autres mesures pour faire ce genre de choses-là. Fait en termes de réponse à posteriori, on voit chez eux une plus grande maîtrise de ce qui s'est passé. Il y a tellement de compagnies qui ont été affectées qu'on n'en entend pas parler. Donc, essentiellement, eux ont maîtrisé la crise parce que si on n'entend pas parler publiquement, c'est parce que la crise a été bien gérée. Les compagnies-là ont été capables de se revirer, mais de toujours comme ça. Puis donc, eux n'ont pas, il n'y a pas eu d'impact direct ou perceptible grand public. Donc, leur façon de fonctionner n'a pas été affectée de façon directe. Au-delà de l'argent mis dans la résolution de la crise elle-même. Ça, c'est un aspect intéressant. Et l'autre, puis j'utilise beaucoup en analyse de risque parce qu'il y a une méthodologie FAIR, notamment la board, puis tu l'as abordé un peu. Quand on analyse en risque, puis c'est un élément de communication qu'on doit justement amener dans l'organisation, il y a la perte primaire et la perte secondaire, quand on voit beaucoup sur la notion de FAIR. Et la perte primaire, c'est ce que tu perds direct, et la perte secondaire, c'est ce que tu vas perdre par après les poursuites, la perte d'achalandage, la perte de confiance, ça, et va être mis dans l'élément secondaire. Donc, il faut le calculer, et j'ai l'impression que peu de gens qui calculent ça, donc, dévaluent la valeur d'un plan de continuité parce que,
ils ne mesurent pas la pleine portée des conséquences d'une ratée comme on a vu là. Et là, justement, je vais rebondir sur ce que tu es en train de dire, là, sur en effet les impacts primaires, les impacts secondaires, les impacts immédiats ou secondaires. C'est exactement ça. Quand on voit justement tout ce qui est tombé là, comment ça s'appelle, les compagnies aériennes. Dans les compagnies aériennes, le problème d'une compagnie aérienne, c'est de faire voyager des gens. D'accord? Les gens voyagent parfois pour des vacances, mais parfois pour du boulot. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui voyageaient pour du boulot, ils ont été mal pris. C'est quoi les conséquences qu'il peut y avoir? Un contrat qu'on rate, un déplacement de matériel essentiel que l'on rate, etc. Tout ce genre de choses-là, ça a des effets collatéraux. Donc on voit en effet les premières compagnies qui ont été touchées, Delta, machin, etc. Tout ça, les banques, Bank of America, là. Mais ça, c'est ce qu'on voit. C'est comme le caillou qu'on jette au milieu de l'eau. Ça fait un plouf, on voit l'eau éclabousser là. Mais très souvent, on va se concentrer uniquement sur le plouf. On ne va pas se concentrer sur les vagues qui vont grandir de plus en plus et abîmer en fait la berge. C'est exactement ça. Si je prends le cas d'une banque, et puis c'est là où notre société est hyper fragile. On pourrait discuter rien que sur la fragilité de notre société. Ça serait vraiment super sympa. Donc, une banque qui s'arrête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les transactions financières s'arrêtent. Ça veut dire que quand vous devez payer, par exemple, vos impôts, vos taxes, et puis que vous êtes un petit peu ric-rac, il n'y a pas beaucoup de monde qui est ric-rac quand on veut payer nos taxes. On est très, très en avance, on le sait bien tous, mais il y en a quand même qui payent un petit peu limite au niveau de les dates. Eh bien, quand vous avez le système bancaire qui bloque à ce moment-là, vous ne payez pas en temps et en heure, et donc vous payez des agios par rapport en fait à ce que vous donnez. Et en plus de ça, vous êtes marqué avec une petite coche genre en rouge au niveau de toutes ces institutions qui nous veulent du bien. Donc tout ça, c'est tous des effets collatéraux. Ensuite de ça, quand il va y avoir en effet des plaintes, parce que vous, puisque vous avez payé en retard à cause de la banque qui n'a pas été disponible, vous, ça vous génère du tracas. Vous allez vouloir vous retourner contre la banque, qui peut-être se retournera contre le fournisseur de services. Autant dire que quelque part, c'est une bataille perdue. Mais il n'empêche que tous ces effets collatéraux, on ne les voit pas. On se concentre juste sur notre nombril et pas sur les effets collatéraux. Et c'est là où c'est important, c'est qu'en fait, sur l'impact immédiat, on va pouvoir le régler. Sur tout ce qui est technologique, c'est que du bricolage, c'est de la quincaillerie, tout ça, on s'en sort généralement très, 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 très bien. Ça peut prendre parfois du temps, mais ça se règle assez bien. Mais tout le reste, la communication qui a merdé, les effets collatéraux du style les finances, les impacts psychologiques sur vos personnels, les pertes de clients, etc. Et puis on le sait, la perte de clients, c'est hyper dommageable. Tout ça, là, c'est des choses qui vont arriver dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui suivent en fait un événement. Et ça, en effet, comme tu le dis très justement, on ne le quantifie pas. Et quand on le quantifie, là, c'est avec des centaines de milliers de dollars pour les petites boîtes, avec des millions de dollars. Si je prends juste la perte, en fait, des clients, là, on sait, pour récupérer un client, putain, qu'est-ce qu'on rame, c'est terrible. Quand on l'a, on est bien content de l'avoir, et que dès qu'il y a une merde, le client, il est versatile. Si vous n'êtes pas opérationnel, il va aller chez quelqu'un d'autre. Et récupérer un client qui a goûté, en fait, l'herbe ailleurs, là, c'est hyper compliqué. Donc c'est pas mal ça par rapport à ça, au niveau des effets collatéraux, de la nécessité de mettre en place un plan de continuité, un plan de gestion de crise. La communication, c'est vital, quoi. Une communication merdique, même si tu as un plan de gestion de crise qui est fabuleux, là, si tu as une communication de merde, la seule chose qu'on va se rappeler, c'est que en fait, tu as été mauvais, même si tout le reste, tu l'as reconstruit. Notamment, c'est ce que je me rappelle de Delta, c'est leur communication médiocre en l'occurrence. Et ça n'a aucune incidence sur le réel, comment ils l'ont donné. Ce que je me souviens, je ne sais pas s'ils l'ont bien géré, je ne sais pas dans combien de temps ça leur a pris pour relever. La seule chose que je me souviens, c'est qu'ils se sont plaints publiquement et que, essentiellement, ils ont joué les victimes. Puis, fait que cette image-là qui est figée. Fait que c'est très important parce que et les humains, puis c'est plate, là, mais c'est l'humain fait comme ça, il va se rappeler de la première version de l'histoire, il ne se rappellera pas des corrections que ça va apporter après. Fait que si après, ils ont dit oui, mais non, mais ça va être si pire, moi, ça n'a jamais collé dans ma tête, puis comme tous les humains, ça n'a pas collé dans leur tête parce qu'ils ont juste figé sur la première. Delta a été victime, puis pouf, sont tombés.
Et non, Delta a relevé dans un temps, peut-être dans un temps record aussi. Tu sais, j'ai aucune idée parce que ça l'a pas collé dans ma tête. Fait que la communication, dans l'occurrence, elle est très importante. Même quand tu dis, même si on a le meilleur plan du monde, si on communique pas bien, ben, le dommage sur la marque peut être quand même assez important. Nous. Et se relever sur la marque, hein, c'est compliqué là. Tout à l'heure, je parlais de fragilité, là, l'hyperdépendance à l'informatique. Je voudrais juste faire l'exercice suivant. Là. Vous vous posez sur votre siège, et je ne vais pas faire d'hypnose, hein. Vous vous posez sur un siège, etc., ou à votre bureau, là, puis vous imaginez que toute l'informatique qui est à votre bureau, là, elle vient de s'arrêter. Puis je vous invite à prendre un papier, un crayon, là, et à lister toutes les conséquences qu'il y a actuellement, là, du fait que l'informatique vient de s'arrêter là maintenant. Vous allez avoir des impacts immédiats. Maintenant, imaginez que ça dure 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Notez tout ça là. Et vous allez avoir très rapidement, c'est un exercice très très simple à faire, vous allez voir très très rapidement l'impact immédiat et l'impact à court, moyen terme par rapport à ça. Et je vous invite à le faire parce que si on a eu ce genre de problème là qui au final une erreur qui est assez souvent dans les entreprises de contrôle, eh bien, je vous le dis d'avance, hein, on va avoir de plus en plus ce genre de problématique, on va avoir de plus en plus ce genre d'arrêt de fonctionnement parce que la vie est ainsi faite qu'on complexifie les choses et que plus on complexifie, plus en fait on a des facilités de se prendre les pieds dans le tapis. Donc par rapport à ça, ce genre d'événement-là, on va l'avoir de plus en plus. Et si on regarde, et puis pour les scientifiques qui nous écoutent, à la rigueur, ça pourrait être intéressant qu'il y ait une étude là-dessus, là, sur l'augmentation en fait de toutes ces pannes, hein, de toutes ces indisponibilités là, et que ça ressorte par rapport à ça. Parce que quotidiennement, il y a des arrêts d'indisponibilité informatique et ça va aller qu'en s'augmentant. Et encore, vous avez peut-être regardé tout ce qui est action géopolitique un petit peu à droite à gauche là. Il y a beaucoup de monde qui ne sont pas très contents de comment est-ce qu'on fonctionne et qui ont qu'une seule idée, c'est qu'en fait, notre société s'écroule. Et quoi de mieux que de foutre la merde dans un système bancaire et faire en sorte que le système bancaire, financier, s'écroule. Et s'il s'écroule, c'est tout le reste qui s'écroule. Donc, je vous invite à prendre du temps, regardez, asseyez-vous à votre bureau, regardez l'arrêt informatique tout de suite, l'arrêt informatique, l'impact que ça va vous générer dans 2-3 semaines si vous n'avez plus d'informatique. Et déjà, rien que ce petit travail-là devrait vous aider un petit peu à vous préparer sur un futur qui peut être parfois bousculant. Notamment, puis on regarde l'événement de cancer, puis c'est ça que aussi l'autre élément important à considérer, c'est la chaîne d'approvisionnement. Considérant qu'on n'est pas responsable dans ce cas-ci, c'est pas les compagnies qui n'étaient pas responsables de ce qui est passé à la chaîne d'approvisionnement, donc de qui on dépend, des logiciels qu'on dépend. Et comme tu le mentionnais très bien, on dépend de plus en plus de composants externes à nous comme compagnie, donc on est de plus en plus dépendant face à ces choses-là. Et si ces fournisseurs-là tombent en panne de façon chaîne d'approvisionnement ou dans un logiciel qui vient nuire à nos choses, on est juste foutu. Il faut le réfléchir un peu, comme tu dis, de se projeter et d'énoncer par rapport à nos capacités à poursuivre. Y a-t-il d'autres éléments par rapport à cette crise-là dans laquelle tu aimerais aborder? On n'a pas mal fait le tour. Là. On pourra rediscuter sur une émission spécialement de la fragilité, de la notion d'antifragilité. Là. Oui. Mais là, pour ça, là, je pense qu'on a bien fait le tour. Excellent. Merci beaucoup.